Pour continuer sur la thématique de la diversification économique, je vais demander à Éric Fournier de me rejoindre, ainsi que Mathias Virili, co-auteur de Demain la montagne et journaliste à Montagne Mag, Aurélie Moignet, cofondatrice d'Adsco, et Bruno Legras, qui est le directeur sportif de Simon, filiale de Decathlon. Aurélie est-elle arrivée? Je ne l'ai pas vue. Aurélie va nous rejoindre. Écoutez, apparemment, elle n'est pas encore là. On va peut-être commencer avec vous, monsieur le maire. Chamonix a de la chance, dans un certain sens, que vous êtes un territoire désiré, où le tourisme fonctionne bien. Et pourtant, même dans ce type de territoire, il y a des questions qui se posent en termes de diversification. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel sens vous vous posez ces questions et quelles sont les premières étapes que vous avez franchies? Oui, effectivement. Déjà, on a une chance dans la vallée de Chamonix, c'est d'avoir déjà un tourisme, avant de parler de diversification, juste un mot sur le tourisme, un tourisme qui est déjà tout au long de l'année. Et je crois qu'effectivement, il faut continuer sur cette perspective-là, parce qu'on a, évidemment, quand on raisonne économie, il faudra s'adapter au changement climatique. Et on sait déjà qu'il y a une première adaptation qui est à faire, c'est la manière dont on considère nos saisons. Un lieu commun, ceux et celles qui sont dans la salle qui connaissent bien ce sujet-là, c'est par exemple de dire que maintenant, par exemple, la montagne est plus facilement en meilleures conditions souvent dans une période de printemps. Elle est un petit peu moins bonne en fin d'été parfois. Donc il faut revoir là aussi le logiciel sur les pratiques et donc travailler ensemble pour avoir ces phénomènes qui nous permettent de nous adapter. Et puis, hors tourisme, une vallée comme Chamonix, je dis c'est vraiment à l'échelle de la vallée, et nos vallées au pied du Mont Blanc peuvent être des laboratoires de ce qui se fait en matière de diversification. Parce qu'il y a une économie hors tourisme également qui existe, mais qui peut être largement mieux structurée. Mieux structurée, alors au sens de la valorisation des potentiels humains, notamment, qui sont dans ces vallées. On en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si je prends les exemples maintenant ou si on y revient tout de suite. Si, on peut les prendre maintenant. Alors, on va les prendre maintenant. Je vais en prendre deux. Il y en a un sur lequel on travaille. Je salue mon collègue, monsieur le maire de Servoz, qui suit également en tant que vice-président de l'intercommunalité ce dossier. C'est de se dire qu'on peut, dans notre vallée, implanter des lieux qui nous permettent d'accueillir un écosystème qui existe déjà, dont on perçoit certaines émergences, mais qu'il faut aider peut-être à se structurer. Autour, par exemple, des filières qui sont celles de l'outdoor. On sait qu'on a à quelques kilomètres de nous, à Annecy, dans les Alpes, des fabricants, des gens qui... on va en avoir un, même pas à Annecy, ici, à Chamonix, qui va s'exprimer dans un instant. Comment aider à structurer cela? Les technologies évoluent et on a des startups également qui sont très preneuses parce qu'elles expérimentent un certain nombre d'idées sur ces sujets-là. Et je rappelle que sur une communauté comme celle de Chamonix, certes le tourisme est l'activité principale, mais on a un tiers de l'activité qui est hors tourisme et que donc on peut aider à structurer. Et je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus conscient de la finesse de ce qu'on peut apporter en termes de ce que j'appelle moi les chaînes de valeur ajoutée. C'est-à-dire comment est-ce que sur une communauté qui s'est structurée et qui apporte un certain nombre de ressources, on peut aider. Un autre exemple, c'est un exemple qui a 3 jours. Il y a 3 jours, il faisait à peu près ce temps-là, même peut-être un peu pire, un extraordinaire festival de photos à Chamonix. Ce festival de photos, moi j'ai pu rencontrer autour de ce festival plusieurs dizaines de personnes qui sont soit localisés dans la vallée, soit qui passent une partie de leur temps, qui sont autour du monde de la photo, de l'image, du numérique. Comment on crée une chaîne de valeur ajoutée autour de ces quelques dizaines de personnes? Il faut l'inscrire au cœur de nos politiques publiques. C'est parfois de la niche, mais c'est parfois aussi véritablement une part importante de l'emploi qui peut être à la fois sédentarisée. Et dans un contexte où, on le voit bien, il y a une incertitude sur l'avenir du tourisme, avec les crises climatiques, stratégiques, géopolitiques, les scénarios dont on ne maîtrise pas la totalité de ce qui va se passer. Moi, je rappelle que pour avoir été maire
au moment de la période du Covid, avec un certain nombre d'entre vous, on a vu avec quelles difficultés il fallait un peu se désensibiliser. Ça ne veut nullement dire qu'on renie le tourisme. C'est-à-dire qu'il faut à la fois adapter le tourisme, mais aussi se préparer et être robuste sur ces aspects de diversification. On a des vallées dont on ne soupçonne pas la richesse humaine. Astco, donc avec les petits trémas, ça se prononce Est comme l'Est de la France et Co comme noix de coco. On est la première marque qui s'intéresse à proposer une gamme de sous-vêtements de sport, vraiment focus sur le sous-vêtement, pas sur le vêtement et pas sur la lingerie du quotidien. Donc on est à la croisée des deux mondes. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de développer cette marque et son savoir-faire, de la tester aussi dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors nous, on n'est pas de Chamonix-Mont-Blanc native avec mon associée Joséphine, mais on s'est installé ici parce qu'on est tombé amoureuse de l'endroit comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et c'est en pratiquant justement le sport de montagne et tous les sports qui sont proposés ici, parce qu'on fait aussi de l'équitation, par exemple, à Chamonix, même si c'est pas le sport national. Voilà, le sport national du coin. Mais on faisait beaucoup de sport et on a été complètement nourris et habités par justement ce besoin qui est apparu d'apporter la modernité qui est aujourd'hui dans les textiles de marques de ski, de course à pied, dans le sous-vêtement qui lui était délaissé. Mais d'être dans la vallée a complètement, nourri le projet et continue de le nourrir. Un écosystème d'ailleurs, vous faites partie d'un cluster dont vous me parliez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que ça vous a apporté et comment ça a structuré la manière dont vous grandissez aujourd'hui ? Oui, donc ce groupement des marques de sport ou d'entreprises qui ont lieu au sport s'appelle l'Outdoor Sport Valley, est basé sur Annecy mais rayonne vraiment dans un bassin beaucoup plus large. Et on est très fiers d'en faire partie. C'est un groupement qui aide les marques à se lancer sur notre territoire. Il y a une pépinière d'entreprises. Il y a aussi des Outdoor Sport Awards qu'on a eu la chance de remporter aussi, qui permettent de lancer les entreprises à l'international et notamment sur des grands salons internationaux comme ISPO où l'export devient le sujet principal. Vous me disiez aussi en échangeant avant cette table ronde que Chamonix avait eu un effet catalyseur dans votre capacité à rassembler des fonds et de l'investissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement cette implantation elle a permis le développement de la marque ? Oui, écoutez, être de Chamonix et lancer une marque de lingerie de sport à Chamonix, ça donne une crédibilité incroyable à la marque. On est fiers de le placarder et ça nous a attiré beaucoup d'opportunités de la part effectivement d'investisseurs. On a fait une levée de fonds en 2019 et puis ça a vraiment crédibilisé le discours de la marque auprès des clientes aussi, clients et clients. On a toute la légitimité de porter le besoin de s'équiper dans le sport. Vous me parliez aussi de quelques défis qui se posent, qui sont un peu spécifiques à la vallée. Je pense qu'il ne faut pas les cacher. Quand on essaie de se développer aujourd'hui dans une vallée comme Chamonix, on a notamment des enjeux de recrutement. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis que vous essayez de relever spécifiques à ici ? Oui, alors être à Chamonix, ça peut pousser la marque, ça peut être un sacré drapeau, un étendard, mais c'est aussi des difficultés puisque en tant qu'entreprise, pour attirer les talents, justement, on est obligé de redoubler d'efforts puisque certes l'intérêt pour la qualité de vie ici est grand, mais sorti de là, on propose des revenus qui sont, je pense, les mêmes que sur le territoire national. Et pour autant, les loyers et le coût de la vie sont beaucoup plus chers pour les futurs recrues. Et ça nous vaut beaucoup d'impasse dans le recrutement. Quand on a trouvé le bon profil, c'est difficile de pouvoir vraiment convaincre la personne de venir ou de rester une fois qu'elle est venue à cause de ce genre de contraintes.
Je crois que c'est un problème que vous partagez avec une grande majorité d'employeurs, qu'ils soient publics ou privés, dans cette vallée. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va donner la parole à Bruno Legras, directeur sportif de Simon. Simon, c'est une marque outdoor 100% filiale de Decathlon. Et vous avez fait un choix il y a 4 ans de réimplanter l'usine de production de vos articles dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Pourquoi ce choix ? Alors, écoutez, on l'a réimplanté en la réimplantant pas très très loin. Parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement Simon, c'est une marque qui a 160 ans et c'est une activité qui est née à Chamonix il y a 160 ans. Au fil du temps et de 3 générations de la famille Simon, elle a évolué jusqu'aux Ouches, donc c'est quand même pas très très loin, hein. C'est au pied du Mont Blanc aussi. Et il s'est trouvé en fait qu'il y a 4 ans, on avait besoin en fait de faire évoluer l'outil industriel. À cette époque-là, c'est effectivement Decathlon qui avait repris l'entreprise, puisqu'il n'y avait pas de repreneur après Ludger-Simon. Et là, en fait, ça s'est imposé comme une évidence. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le mariage réussi de Decathlon avec Simon. C'est que déjà, chez Decathlon, on a un principe très très fort en tant que concepteur de produits, qui est d'être au plus près en fait, des zones de pratique pour écouter les utilisateurs. Chamonix, c'est la capitale de l'alpinisme. Donc, où d'autres on aurait pu se poser en fait, pour mieux écouter en fait, les pratiquants pour qui on conçoit des produits, et dans la continuité surtout de l'héritage qu'on fait vivre, qui est l'héritage de tous les Simons avant nous, qui ont eu cette même attitude de travailler en fait de concert avec des experts de la montagne pour leur développer les meilleurs produits. Donc ça pose forcément une question du coût, puisque assez légitimement, si on a un regard strictement économique, on pourrait se dire mais en fait on est complètement stupide, il faut aller mettre l'usine au fin fond de la France, ça coûtera moins cher. Mais en fait ça crée aussi une valeur. Et cette valeur, pour nous, elle est inestimable. Et puis, c'est une valeur sur laquelle on estime qu'on a aussi ce devoir d'héritage. Donc, c'est tout ça qui a contribué, en fait, à le garder ici. Ça, c'est la première grande raison. La deuxième grande raison, c'est que, on en parle, en fait, quand vous avez une activité dans la vallée, ou que ce soit, vous êtes un acteur économique, vous êtes un acteur social. Aujourd'hui, l'usine, elle fait vivre une 60aine de personnes. Il était hors de question de déplacer, en fait, cette usine ailleurs. En prenant le risque de stopper les emplois de personnes dont on avait la charge. Et aujourd'hui, on fonctionne plutôt comme une grande famille avec cette co-responsabilité de conserver l'emploi de notre grande famille. Acteur social, acteur économique aussi, et vous me disiez chercher des savoir-faire spécifiques si on dézoome un peu à la vallée de l'Arve. Et c'est aussi une raison pour laquelle, en plus de cette volonté de responsabilité sociale, vous avez décidé de rester dans la vallée. Oui, alors effectivement, nous on a un savoir-faire en fait chez Simon qui est lié à la maîtrise d'un certain nombre de machines. Alors je vous rassure, on ne fabrique plus les piolets à coups de masse sur une enclume. C'est un peu plus moderne que ça. Par contre, on a fait aussi des choix de conserver un certain nombre de compétences techniques au sein de cette usine et de s'appuyer en fait sur des compétences complémentaires qui sont liées notamment en fait à la grande valeur qu'on a dans la vallée de l'Arve sur le décolletage. Donc aujourd'hui, on a un grand nombre d'opérations qui sont réalisées sur nos produits. Alors pour information d'ailleurs, je précise donc que tous les produits Simon en métal qui sont des équipements de protection individuelle au travers desquels en fait, nos utilisateurs nous confient leur vie, hein, parce que quand vous êtes dans une face sur une paire de crampons ou d'un piolet ou suspendu à une dégaine, vous avez plutôt envie que ça tienne le coup. Et tout ça, en fait, on a voulu le conserver ici au niveau de ce métal, mais d'être hyper précis sur certaines opérations de production. Donc il y a une partie des opérations en fait, qu'on sous-traite dans la vallée et qui permet de faire vivre finalement un écosystème d'acteurs, soit sur de l'usinage de pièces de précision qui sont trop petites et qu'on ne souhaite pas faire nous ici, soit sur des opérations de traitement en fait, thermique ou d'anodisation sur les pièces. Voilà. Simon, acteur local, Decathlon, acteur national, voire européen. On a une responsabilité quand on est la marque préférée des Français, une marque aussi qui équipe les sportifs. Quand il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, comment vous réfléchissez à l'empreinte climatique d'une marque comme Decathlon ? Alors, je disais tout à l'heure, on est concepteur, c'est-à-dire qu'on crée des produits en répondant à un besoin. On est fabricant, ici spécifiquement sur le site de Chamonix pour tout le métal. Et on est revendeur au travers effectivement des réseaux de magasins que vous connaissez, Decathlon. Donc en fait, la responsabilité, elle se retrouve aux 3 étages. Et l'avantage qu'on a, c'est que finalement, on a l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc ce qui est intéressant, je vais envie de dire, c'est que par rapport à la culture qu'on a chez Decathlon, dont le grand principe en fait, de fond, c'est l'accessibilité au sport, au plaisir et au bienfait du sport pour le plus grand nombre, en fait, on a une culture extrêmement précise de la notion de coût sur les produits.
Aujourd'hui, en fait, tout simplement, on applique ces méthodologies-là à la connaissance de l'impact environnemental de notre produit. Et l'avantage, c'est qu'en ayant toute la chaîne de valeur, décomposant finalement le coût du produit à la fois en euros de ce qui nous coûte à fabriquer, mais aussi de son coût en fait en CO2 sur l'impact de chaque coût CO2 de chaque fabrication de pièces plus de son assemblage, eh bien, en fait, du premier coup de crayon qu'on va te poser sur un produit, on va décider de l'impact du produit. Et ça, c'est génial parce que comme on a, nous, la conception, on est acteur direct de ça. Donc le premier levier majeur qu'on a, c'est clairement la décarbonation des produits, à faire baisser l'empreinte environnementale d'un produit. Donc quand on renouvelle un produit, on a systématiquement une approche qui est de chiffrer en fait l'ancien produit en impact, chiffrer le nouveau produit en impact, et de regarder dans quelle mesure on vient progresser en fait dans la création de valeur d'un côté économique versus finalement le coût environnemental, notamment CO2 du produit. Et on a cette réflexion, on va dire, de division de la valeur en fait générée sur le coût produit en CO2. Ça, c'est sur la partie conception. Partie fabrication, c'est toutes les évolutions des process pour essayer de faire en sorte que, alors une grande chance ici, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais que Chamonix, capitale de l'alpinisme, c'est-à-dire que le barycentre en fait de l'économie aujourd'hui de l'alpinisme, il se situe en fait sur l'arc alpin. Donc on a une chance, c'est qu'en France, on a un impact en fait énergétique très bas carbone par rapport à l'électricité. Nous, on a des outils aujourd'hui principalement de ce qu'on appelle de forge à froid, même si c'est un peu antinomique. Et en fait, on utilise principalement en fait de l'électricité, enfin exclusivement en fait d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir une empreinte manufacturing en fait qui est extrêmement faible. Si je l'associe à la conception, on réduit le nombre d'opérations, on consomme moins aussi d'énergie à fabriquer. On en arrive à la distribution et je vais prendre mon cas personnel. J'adore me lancer dans de nouveaux sports tous les 6 mois. Que je continue rarement très longtemps. Et vous avez lancé une démarche que je trouve assez intéressante, c'est celle de se dire, est-ce que chaque fois que je vais, comme Arnaud, me lancer dans un nouveau sport et changer d'avis trop vite, ou comme d'autres acteurs, en avoir besoin que 3 fois dans l'année, il n'y a pas mieux que d'acheter un équipement individuel par personne. Vous développez beaucoup la location en ce moment, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est effectivement le troisième axe. Donc ce troisième axe, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui est basé sur la vente de produits neufs. Bon, on voit bien avec Vinted dans le textile, avec Le Bon Coin, etc., sur pas mal d'autres équipements, qu'il y a cette question de la seconde vie. Donc on est extrêmement regardant sur cette seconde vie, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont externes à nous par rapport à ça. Alors là, d'ailleurs, ça pose un souci sur lequel il y a des freins quand même. Je parle spécifiquement de mon cas sur les équipements de protection individuelle. C'est qu'aujourd'hui, les normes et réglementations ne nous autorisent pas en fait, à vendre nous-mêmes, par exemple, un piolet en seconde vie. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir craquer ces sujets-là, il va falloir qu'on fasse évoluer les mentalités et les réglementations pour mettre en face effectivement des garanties, donc notamment une compétence technique qui va dire ce piolet peut être vendu, et effectivement faire en sorte qu'on crée un vrai choix pour nos clients, sécurisé, parce qu'aujourd'hui si vous achetez un piolet sur le Bon Coin, vous n'êtes pas sûr qu'il tient le coup, et qu'effectivement nous on puisse transformer cette valeur plutôt que de vendre un piolet neuf qui va servir une fois et puis ensuite faire de la déco, de vendre un piolet plusieurs fois au travers notamment de la location. Il y a la réparation aussi qui rentre en ligne de compte. Donc en conception, l'objectif c'est de faire des produits de plus en plus durables. Bon, je vous rassure, on n'a pas trop de notion d'obsolescence programmée au niveau des mousquetons et des piolets. Néanmoins, on sait que c'est quand même des produits qui s'usent. Il faut les réaffûter par exemple, etc. Donc il y a une notion d'entretien de réparation qui est importante et qui a pour avantage que un client qui a la certitude qu'il a un bon service de réparation, plutôt que de dire mon piolet est rincé, je vais le changer, il peut dire non, je vais le requalifier. Et nous, il faut qu'on puisse répondre présent à ça. Et puis après, il y a effectivement un troisième volet important qui est la location. Location en courte ou en longue durée. Aujourd'hui, chez Decathlon, il y a beaucoup d'initiatives sur le vélo en longue durée qui sont appuyées par ce que font les communes, notamment dans le fait de pousser la mobilité douce. Dans le cas des pratiques type alpinisme, on est plutôt sur la location de courte durée. Et là, il faut qu'on sache le faire avec nos magasins, il faut qu'on sache le faire aussi avec les professionnels du secteur. Il y a énormément de boutiques à Chamonix qui font de la location. Et donc nous, il faut qu'on regarde comment effectivement on peut transférer de la valeur créée de vente de produits neufs vers des produits qu'on va peut-être céder ou copartager avec ces enseignes-là pour les louer et effectivement pour transformer la valeur différemment avec un seul produit fabriqué. Je vous remercie Bruno pour la transition et j'accueille aussi Mathias Virelli. Mathias, merci beaucoup parce que je sais que c'était quand même très très malade hier, j'ai eu peur de ne pas t'avoir avec nous, donc t'avoir à nos côtés, c'est une belle preuve d'amitié. Tu es à la fois journaliste à Montagne Magazine, mais tu as aussi écrit un livre qui nous a beaucoup nourri dans la préparation de cet événement. C'est Demain la montagne sans une initiative de transition, avec une consoeur Sandie de Place, si je ne dis pas de bêtises, du Figaro. Dans le cadre de la préparation de cet échange, on a essayé de catégoriser un peu les initiatives de diversification qui paraissaient intéressantes. Vous parliez du recyclage, du réemploi.
c'est une filière dans laquelle il y a certainement de la place et des exemples que tu as repérés au niveau national et plus précisément de la vallée. Oui, alors je suis content d'être ici, déjà. Tu y es arrivé, bravo. Et je me retrouve beaucoup dans ce que vient de dire Bruno sur la maîtrise de la chaîne de valeur de A à Z. Je pense que l'enjeu, il est vraiment là. Alors là, tu as beaucoup parlé des EPI, donc les équipements de sécurité, on va dire. Mais ça vaut aussi pour la filière textile, comme le disait Joël Giraud. Et là, il y a beaucoup plus de travail parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que vous rencontrez ce problème-là aussi, mais disons que sur le sourcing, donc comment se fournir en matières premières, comment le transformer. Alors c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un mix énergétique qui est parmi les meilleurs au monde. On a aussi la chance d'avoir des normes sociales qui sont assez élevées. Donc sur la question de l'emploi, justement, on va avoir une vraie richesse par rapport à ça. Et puis après, eh bien, la question de la longévité, de la transformation et de la recyclabilité. Et là, c'est là où, pour le coup, pour l'instant, c'est assez fébrile. On n'a pas grand-chose. Voilà. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être développé. Alors, il existe dans la vallée plusieurs initiatives qui sont intéressantes en ce sens-là et qui, à mon sens, mériteraient d'être voilà, soutenues. Parce que, voilà, pour prendre un exemple très simple, sur une veste ou une doudoune, aujourd'hui, on va avoir plusieurs types de matériaux. Et c'est comment dire, ces différentes couches et différents matériaux qui vont faire que la réutilisation de ces vêtements va être aujourd'hui compliquée. Donc, il y a une entreprise qui essaye de faire ça sur les doudounes, qui s'appelle Redown. Il y a Itératif aussi qui s'attelle à ça. Mais bon, c'est des choses qui sont, comment dire, c'est des dossiers de longue haleine. Et sur lesquels je pense qu'il y a une vraie expertise à développer, et Chamonix pour moi me semble être un bel endroit pour faire ça, justement pour asseoir cette expertise voilà, sur le textile par exemple. Côté réparation, il y a aussi des exemples que tu prends dans ton livre. Oui, il y a Green Wolf qui est implanté aussi dans la vallée. Voilà, c'est des couturières qui... D'ailleurs, il me semble que le Simon faisait partie des marques qui ont un peu initié le mouvement là-dessus. Voilà, c'est plusieurs marques, donc il me semble qu'il y avait Picture et Patagonia aussi qui ont voulu pousser sur la réparation du textile. Dire comment on fait quand on a des demandes de consommateurs qui veulent prolonger la vie de leurs produits. Et donc, cette structure s'est créée à partir de cette demande-là. Et maintenant, je crois qu'il y a plusieurs couturières qui travaillent sur la réfection ça peut être un zip ou un trou dans une veste. Voilà, et ça c'est un bel exemple de réussite. Ça reste artisanal forcément, mais ça permet que le vêtement, il reste en France, proche du consommateur, et qu'il fasse un aller-retour et que le vêtement regagne en durée de vie assez facilement au final. C'est-à-dire que ça te prend un envoi postal en quelque sorte. Dans les autres initiatives que tu as catégorisées pour préparer cet échange, il y avait aussi des offres touristiques que tu qualifiais de douces. Qu'est-ce que tu mets dans ce type de pratiques et quelques exemples nationaux ou locaux de cette diversification touristique pour le coup? Alors, sur le tourisme, monsieur le maire l'a bien dit, Chamonix est également bien doté. Forcément, il y a le ski qui continue de bien marcher et qui marchera bien parce qu'on est sur un territoire où on a de l'altitude. Donc les problèmes de remontée de la limite pluie-neige arriveront plus tardivement. Ce qui est une chance et c'est tant mieux. Ça permettra aussi de supporter le coût que va coûter les initiatives de transition aussi. Donc il y a le ski. On a vu avec le Covid le boom tout relatif, mais le boom quand même du ski de rando. Et donc les stations, y compris ici, ont pris le pli en développant des itinéraires de ski de randonnée. Voilà, et ce qui est un bel exemple a posteriori de coopération entre les acteurs, enfin les stations qui n'étaient pas forcément les plus volontaristes sur cet aspect-là au début, ont compris l'intérêt aussi de développer ça. La centrale de réservation pour les refuges, c'est quelque chose qui existe déjà dans certains territoires. Sur le Tour du Mont Blanc, ça existe déjà. Dans les Pyrénées, ça existe aussi. Dans la vallée de Névache également. Ça consiste en quoi? On va sur un seul site internet et on élabore notre itinérance. C'est-à-dire que demain, je vais atteindre tel refuge. Et puis après, quelles sont les options que j'ai depuis ce refuge-là? Où sont les places disponibles? Est-ce qu'il y a des refuges qui sont complets ou pas? Où est-ce que je peux aller? Et en fait, en termes de parcours client,
c'est beaucoup plus simple que d'aller individuellement sur chaque site de refuge. Et ça, typiquement, dans le massif Mont-Blanc, je connais la complication, c'est que ce n'est pas tous les mêmes gestionnaires de refuge. Il y en a qui appartiennent à la commune, il y en a qui appartiennent à la FFCAM. Et c'est de la coopération entre acteurs qui peut permettre d'avoir ce type d'action facilitante pour les touristes derrière. La volonté de mettre tous les acteurs autour de la table, c'est la mission d'aujourd'hui et celle aussi des RIMA qui avait lieu au printemps. Sur l'évolution des pratiques en montagne, côté Simon et Décathlon, merci Mathias, on a encore plein de trucs à se raconter, mais on a vu peut-être dans votre chiffre d'affaires une évolution en termes de saison, c'est-à-dire qu'on sait que les gens achètent ou utilisent vos matériaux, et peut-être une évolution aussi des différentes pratiques en montagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en prenant l'exemple de Simon et de Décathlon sur votre chiffre d'affaires? Alors, je ne donnerai pas de détails de chiffre d'affaires, mais effectivement, il y a une saisonnalité. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu tout à l'heure, ne serait-ce que dans les chiffres qui étaient aussi amenés dans la réflexion sur les statistiques de population, d'emploi, etc. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, grâce au système d'information qu'on a et le fait en plus qu'on est intégré avec le magasin, nous, on est en capacité de savoir effectivement au jour le jour quand sont vendus les produits. Donc on travaille en fait nos saisonnalités sur la base du passé. Et on voit aujourd'hui très clairement en fait un décalage de la pratique. Et j'ai presque envie de dire finalement une désaisonnalité de la pratique. Alors ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que déjà, il y a une transversalité de plus en plus forte entre les pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le positionnement qu'on a chez Simon, c'est la verticalité. Et c'est le fait de faire découvrir la verticalité à la plupart des personnes pour qu'elles en comprennent les avantages. Donc moi, j'ai coutume de dire, c'est élever les hommes et les femmes par la pratique de la verticalité. C'est les élever physiquement par le matériel, c'est les élever en fait dans l'esprit. Et ça va nous ramener aussi à cette conscience de dire, faisons pratiquer la montagne aux gens pour qu'ils prennent conscience de l'environnement dans lequel ils vivent. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas que l'alpinisme. Donc en fait, on voit que on a aujourd'hui, alors très clairement en termes de dynamique, la pratique de l'escalade, notamment indoor, qui est portée à la fois par le recentrage en zone vraiment urbaine de la population, plus l'émancipation de nouvelles pratiques. J'ai l'habitude de dire aussi que l'escalade, c'est un peu le nouveau fitness. Et en plus, c'est porté par les JO. Donc on a des gens qui viennent à la verticalité par l'escalade. Ça va créer des ponts en fait, vers l'outdoor. Donc ça, on l'observe très très bien. Aujourd'hui, on a une dynamique sur l'alpinisme qui reprend du fait de la pratique de l'escalade, même si l'escalade, en fait, progresse beaucoup plus vite que l'alpinisme. Sur la deuxième question qui était donc de la saisonnalité, alors il faut lire les chiffres de manière assez fine, parce que comme on l'a vu tout à l'heure sur les statistiques, d'une année sur l'autre, en fait, on ne peut rien conclure. Donc il faut regarder le temps long. Une année comme aujourd'hui, en fait, à Chamonix, on a vu en fait que l'Alpi a duré très très tard dans la saison. On s'est retrouvé avec de la neige à très basse altitude, en fait, qui fait que des voies normales d'escalade rocheuse, on ne pouvait pas encore les attaquer au mois d'avril, par exemple. Et en même temps, on voit qu'on a une saison d'alpinisme 3 saisons qui a duré extrêmement tard, puisqu'en fait, on pouvait encore faire des courses d'alpi rocheux jusqu'à il y a 15 jours, alors que normalement, on aurait dû rentrer dans une saison, entre guillemets, plus bas, en tout cas plus forte en précipitation, ce qui modifie aussi en partie les risques en montagne. Donc on a en déplacement, nous, ce qu'on voit plutôt, c'est une extension de la zone de pratique et un décalage de l'hiver, on va dire, qui démarre un peu plus tard, qui se prolonge aussi un peu plus tard parfois. Mais après, il faudrait du temps long pour avoir des conclusions vraiment complètes. Merci pour ça. Ça me fait penser, Mathias, que sur cette idée de pratiquer la montagne pour mieux la comprendre et mieux la préserver, tu soulignes dans ton ouvrage quelques exemples de ce tourisme ou de cette visite de la montagne que tu qualifies de participatif ou de scientifique. Tu peux nous éclairer avec quelques exemples concrets ? Alors oui, je vais rebondir aussi sur ce que disait Bruno. Donc j'ai parlé un peu des guides tout à l'heure. Ce que je n'ai pas dit, c'est que donc Chamonix est pour moi une capitale de l'alpinisme sans conteste, mais c'est aussi une capitale du changement climatique. On a ici un aperçu sûrement plus éclairant qu'ailleurs des effets du dérèglement climatique. Et je pense qu'il n'y a pas que du mauvais à en tirer, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire à partir de ça qui sont intéressantes. Et je ne parle pas forcément en termes de tourisme, mais voilà, c'est ce qui est fait au Glaciorium avec le site du Montanvert. Je pense que les guides ont intégré ça dans une certaine mesure et continueront de l'intégrer au mieux pour déjà s'adapter aux saisons pour limiter les risques, ça va de soi. Mais je pense qu'ils ont aussi une vraie compétence de transmission. Je sais qu'il y a déjà des scientifiques qui font ce travail-là de pédagogie devant la mer de glace.
Je pense que ça peut être aussi généralisé dans le massif. J'étais venu pour les 200 ans de la Compagnie des Guides il y a 2 ans maintenant, et j'avais trouvé ça intéressant. Ce qui nous avait été proposé, c'était une remontée de la mer de glace en compagnie de scientifiques, et donc c'était une itinérance de 2-3 jours. Et à chacun des refuges, on avait une intervention ciblée d'un scientifique. Donc un coup c'était un botaniste, un coup c'était un glaciologue, un coup c'était un géomorphologue. Et je pense qu'il y a de la place pour ce type de propos et d'offres touristiques si derrière on veut le monétiser. Je pense que ça fait partie des créneaux sur lesquels Chamonix doit s'engager pour ne pas uniquement subir les effets de la crise climatique, mais également avoir un message à l'égard des personnes qui viennent visiter la vallée. Merci Mathias. Monsieur le maire, peut-être un mot de résumé ou de conclusion de cette table ronde avant d'ouvrir aux questions-réponses. Alors, de conclusion, je ne sais pas si j'ose, parce que moi, j'apprécie d'abord, et merci beaucoup pour ces témoignages et puis pour le travail que vous réalisez, sur des échelles variées. Il faut que aussi on positionne bien, puisqu'on est là en train de parler de l'avenir de la montagne au sens large, sur le rôle de la puissance publique dans ce qu'elle doit mieux entendre, écouter la diversité des propositions qui sont faites en termes d'innovation économique. Moi, quand je vous entends effectivement parler notamment et qu'on parle de la filière textile, je me dis, évidemment, il y a quelque chose à faire. Après, on ne peut pas tout faire localement ou à l'échelle d'une commune ou d'une vallée. Par contre, notre rôle, c'est peut-être de mettre en relation, et c'est d'être les passeurs. Je prends un exemple, Mathias a tout à fait bien cité la difficulté qu'il y a dans le recyclage des tissus techniques. Quand on a du multicouche, qu'on a des boutons, qu'on a des zips, c'est un casse-tête pour celui qui doit recycler. Pour autant, ce casse-tête, on se le pose sur une échelle territoriale qui est très élargie. Là, en l'occurrence, avec la région. On va implanter, parce que c'est un truc, et c'est dans un des bassins historiques de la région, c'est dans la Loire. En plus, je trouve ça assez chouette. C'est la Loire qui a vu pendant des années les emplois baisser, la filière textile partir. C'est dire on va réimplanter une usine textile à cet endroit-là, et ils vont être spécialisés de ça. Par contre, effectivement, eux, ils sont principalement là. Ils sont venus me voir en me disant on va être sur les vêtements, par exemple, de la filière sanitaire et médicale. C'est plus simple en termes de technicité, évidemment. Mais ils ont aussi cette problématique de se dire comment est-ce que des choses un peu à haute valeur ajoutée, comme des vêtements techniques, on les met en place. Donc je pense qu'un des rôles aussi qu'on doit avoir dans cet avenir de diversification, c'est de se dire voilà comment finalement notre écosystème montagnard produit de l'initiative et comment est-ce qu'on le relie en fonction des périmètres pertinents. Puis alors moi je suis tout à fait sensible également aux propos de Mathias à l'instant, c'est que là on revient à un propos qui est un tout petit peu plus local, c'est que cette vallée, par sa facilité d'accès, par sa richesse humaine, et quand je dis humaine, c'est-à-dire c'est aussi les gens qui viennent ici pour expérimenter, tester, faire des études. Je rappelle, on a ce chiffre moi qui m'estomaque. Chaque année, on a 60 à 70 équipes de scientifiques qui viennent dans le massif pour faire des études. 60 à 70 équipes. Donc il faut absolument qu'on leur dise, bienvenue. 2, on vous aide, c'est-à-dire qu'on peut, dans la modeste proportion de ce qu'on sait faire, on vous donne locaux, facilités, etc. Et en échange, effectivement, montrez-nous, expliquez aux locaux. Déjà, première chose, et tout à l'heure, on avait le président du conseil scientifique, Thierry Lebel, ça nous aide beaucoup, ça nous aidera beaucoup sur la prise de décision, le raccourcissement de la prise de décision entre l'expertise, la science et la décision publique. Et puis, deuxième chose, la pédagogie en direction des gens qui viennent. Et puis, effectivement, je partage et on prend vraiment cette position qui est de dire allongement des séjours. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens qui viennent dans la journée, mais on ne peut pas tout faire. Et dans le on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est faire ce choix-là, c'est celui de dire on en prendra peut-être un peu moins, mais effectivement, prenez le temps d'être un peu plus là, de profiter de cela, d'en profiter pour faire un tourisme qui n'est pas qui peut être à la fois sportif, culturel, mais aussi lié à une prise de sens sur ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'effectivement, on peut être, avec d'autres vallées, un des endroits sur lesquels on peut porter ce message-là. Et j'en profite pour saluer Monsieur le Président Jean-Luc Bock de l'Association nationale des stations de montagne qui nous a rejoint. Merci de ta présence.
Merci à tous les quatre. Je vais donner la parole au public. Vous connaissez maintenant comment ça marche après chaque table ronde. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Je vois une première main qui se lève à ma gauche et une deuxième juste après, monsieur. On vous donnera la parole. Merci beaucoup pour la teneur de vos discours et de ce partage. Je voulais simplement intervenir sur un point qui n'a pas été évoqué et qui fait le pont entre la première partie et cette seconde partie, donc Zoom, des initiatives de diversification et d'adaptation économique. C'est le point de l'éducation. Donc, si on parle de population, on parle aussi d'éducation et de formation. Et ça, c'est à tous les âges. J'ai participé à un séminaire Enfance et Nature. Et la place de la nature, elle est prépondérante pour l'éducation de nos enfants. Et donc, là, il y a des initiatives, des écoles privées qui se montent, Montessori. Il y a aussi des initiatives et au sein d'un bassin très très large, puisque ça dépasse la place de Chamonix pour aller jusque dans la vallée. Et puis il y a la place biqualifiante ici qui est vraiment un plus qui permet donc le futur pour des jeunes moniteurs de ski de fond, accompagnateurs et guides de haute montagne. Et donc je pense que puis il y a le rôle de l'ENSA, bien sûr, c'est capital. Et donc, il y aurait une place davantage pour cette éducation aussi à la sensibilisation. Il y a une fresque du climat qui est née, mais il y a aussi une fresque de la montagne qui va voir le jour. Et là, c'est pour comprendre comment les différents étages alpins sont reliés et quelle est l'influence des uns sur les autres. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et il y a, si on parle de délocalisation de la ville sur la montagne et sur la formation, je pense qu'il y a des idées à prendre à ce niveau-là. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous pouvez juste, quand vous prenez la parole, nous dire qui vous êtes? Parce qu'en fait, on ne vous voit pas bien avec la lumière, donc ça peut nous aider en tant qu'intervenant. Alors, je suis Nathalie Hagenmüller, je suis guide de haute montagne. J'étais professeure d'éducation physique. Je suis maintenant à la retraite et je viens de reprendre des études sur l'écologie, le développement durable. Et je remercie beaucoup l'intervenant, le climatologue, parce que tout ce qu'il vient de dire, c'était dans mes cours. Donc, merci pour la révision. Un petit clin d'œil pour Monsieur Lebel. Merci à vous. Et merci, Madame, pour votre intervention. On a une autre question juste là. Eva. Et n'oubliez pas que ce sont des questions. J'aime bien les commentaires, mais posez des questions. L'évolution des métiers de la construction. Des métiers de la construction. Alors, sur l'évolution des métiers de la construction, alors moi je prétends peut-être pas tout connaître sur le sujet, mais vous dire que on a une réflexion qui est assez élargie là, qui vous concerne, qui concerne au moins toutes les vallées autour du Mont Blanc. Autour des trois communautés de communes, Val d'Arly, Pays du Mont-Blanc et puis ici. Puis Nicolas, au titre de sa présidence du SCOT, aussi à ce scope, puisque là tu travailles, Nicolas, sur les 4 communautés de communes. Parce que quand on parle typiquement de ce type de choses-là, je disais tout à l'heure, il faut le bon périmètre. C'est clair que ce n'est pas la vallée de Chamonix, puis nos 4 communes qui vont révolutionner les choses. Par contre, si on a un poids critique qui est suffisant, ça peut être vraiment pertinent. Moi, dans la fonction sur les déchets sur laquelle j'ai travaillé au niveau régional, je pense qu'on a, par rapport au monde de la construction, déjà une chose qui est très urgente à faire, c'est à mettre en place des filières concernant, comme on disait à l'instant sur les aspects d'économie circulaire, on est, j'ose pas tellement qualifier le mot qui me vient à l'esprit pour dire qu'on n'est vraiment pas bon sur les aspects de recyclage. On a une activité constructive qui parfois est trop importante, premièrement. Ça, il faut le dire. Hein. On a plutôt tendance à dire on voudrait bien
freiner. Alors, il faut freiner sans mettre à mal nos amis, mais là, pour le moment, on sait qu'on a plutôt du mal à trouver des entreprises sur ces sujets-là. Même sur les entreprises pour de la maintenance, pas pour de la construction neuve, mais pour de la maintenance de bâtiments, on sait à quel point c'est difficile. Donc, moi, je me permets de dire qu'il y a un enjeu sur déchets, structuration des filières de récupération. Il y a un enjeu sur qualification, et notamment, on sait du côté du tissu artisanal, la difficulté qui est celle, et ça je crois que c'est vrai dans tout le monde de la montagne, ou dans toutes nos stations, à proposer à nos artisans d'adhérer avec les consulaires à la labellisation RGE. Alors je dis ça, c'est parce qu'il ne faut pas ennuyer les artisans en leur disant tu vas aller passer 3 jours ou 4 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas la labellisation RGE, c'est le coup de tampon qui est donné pour que l'artisan, quand il vous facture, vous puissiez bénéficier de crédits par rapport à la rénovation. On a beaucoup parlé de l'aspect, peut-être pas assez d'ailleurs, mais enfin en tout cas de l'aspect énergie. Évidemment, c'est un aspect qui est fondamental pour nos vallées si on veut être sobre. L'énergie, c'est 2 choses. C'est produire mieux, c'est-à-dire faire plus d'ENR. Et là, on a pas mal de choses à dire sur comment on fabrique plus d'ENR dans nos régions. Mais c'est surtout, d'abord, ne pas produire d'énergie. Et je pense que le monde du bâtiment et notre tissu artisanal, il est absolument essentiel là-dessus. Or, actuellement, ce qui se passe, en tout cas sur une vallée comme Chamonix, les Pays du Mont-Blanc, c'est à peu près pareil, c'est que les artisans RGE, il n'y en a quasi pas. Pas beaucoup veulent. Pas beaucoup veulent parce qu'ils ont assez de boulot là-dessus. Or, moi je le dis, un des enjeux fondamentaux chez nous, ça va être de dire demain, on consomme moins en énergie. Et après, je n'ouvre pas le débat, on le fera peut-être tout à l'heure quand on parlera de logement, sur est-ce qu'il faut aligner le saisonnier sur la fiscalité du logement permanent. C'est un débat qui, avec, je vois Jean-Luc qui rigole, c'est un débat qui n'est pas forcément dans le consensus, mais qui doit être posé. Et je remercie les parlementaires qui travaillent sur ce sujet-là. Ça, c'est un sujet aussi qui est déterminant. Il faut qu'on accélère, à minima. Dans la Chamonix, on n'est pas trop mauvais, je pense ça sous le contrôle à la fois des techniciennes et techniciens de la communauté de communes et des élus, on n'est pas trop mauvais en réno. C'est pas parce qu'on n'est pas trop mauvais qu'on est bon. On fait 100 de rénovations sur un parc de résidences principales qui, sur l'ensemble de la communauté de communes, doit être évalué à environ 6000 résidences secondaires. Et quand je dis qu'on n'est pas trop mauvais, c'est qu'on va à un rythme qui est 3 fois celui de la moyenne régionale. Bon, mais vous voyez que si on fait ça, il va nous falloir 60 ans pour tout faire. Ça ne va pas du tout, les amis. Il faut qu'on accélère à fond sur ce volet de la réno. Accélère.